C'est pour moi un plaisir d'introduire ma collègue Célia Dzonarski, qui est un collègue parisien, mais qui est un collègue de droit et qui va nous parler du calcul du sujet à sa mise en pouvoir d'agir. C'est ça, non? C'était ça les titres. Et je te laisse la parole, Célia. Un grand merci Alberto, je suis ravie de cette invitation, un peu intimidée puisque vous verrez que ma perspective est peut-être quelque peu éloignée par rapport aux autres exposés de la journée, mais la curiosité était trop importante de venir, j'allais dire, partager avec vous un certain nombre des réflexions que l'on mène s'agissant des problématiques de calcul du sujet et des possibilités de concevoir finalement un autre rôle pour le sujet, et je vais vous expliquer quelle est ma perspective, notre perspective, puisque je travaille sur ces aspects-là avec d'autres chercheurs en philosophie, en design, en anthropologie, et donc je voulais vous partager un certain nombre de pistes de réflexion pour ensuite en appeler à un échange avec vous toutes et tous dans le cadre de cette riche journée. Juste pour vous expliquer d'où je parle, parce que c'est important que vous comprendrez ainsi le sens de mon propos. Donc, je suis professeure à l'Université Paris 1, à l'école de droit de la Sorbonne, professeure en droit du numérique, et je m'intéresse particulièrement aux enjeux de régulation des plateformes, aux enjeux aujourd'hui de régulation des systèmes d'intelligence artificielle, et je suis également membre d'un certain nombre d'instances qui sont plus ou moins des autorités publiques, comme notamment la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et dans ce contexte-là, je m'intéresse aux enjeux de liberté fondamentale confrontés ou interrogés par le développement des systèmes d'intelligence artificielle. On a rendu un avis sur le sujet en avril dernier. Et donc on réfléchit aussi à cet encadrement des systèmes d'intelligence artificielle qui est en cours de discussion au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe plus généralement, voire outre-Atlantique. Je siège également en tant que membre au sein du Comité national pilote d'éthique du numérique, où là on réfléchit aux enjeux éthiques d'un certain nombre de déploiements, et notamment aujourd'hui je suis en charge d'un rapport sur les univers augmentés, et on travaille également sur les IA génératives, puisque c'est un sujet important du moment. Donc pour vous expliquer ces différents éléments qui vont justifier l'axe que j'ai choisi d'adopter pour cette présentation à laquelle Alberto m'a convié, et encore merci pour cela. Donc mon idée était de vous expliquer aujourd'hui comment habituellement la régulation aborde cette question des droits fondamentaux dans le contexte des systèmes d'intelligence artificielle, où finalement on va essayer d'appréhender les enjeux d'un sujet en quelque sorte calculé. Et avec un certain nombre de mes collègues, on s'interroge aussi sur la nécessité de compléter cette approche par des analyses qui conduiraient à mettre également le sujet en pouvoir d'agir, en faire en quelque sorte un agent du système, je me plais à dire au sens informatique du terme. Donc je vais essayer de vous présenter ces différents points, en commençant peut-être par vous rappeler le contexte général, puisque l'audience n'est pas composée exclusivement, même pas du tout peut-être de juristes, pour vous situer le cadre, et que vous compreniez peut-être mieux ensuite le sens de nos différentes propositions. Donc, s'agissant de la première approche, il faut bien rappeler tout d'abord qu'aujourd'hui, un des enjeux pour les pouvoirs publics, pour les politiques publiques, ça va être les potentiels impacts majeurs, j'allais dire, sur les droits et libertés fondamentaux de la personne. Et aujourd'hui, il y a un constat général qui s'établit, vous le savez, donc je le rappelle très rapidement, d'impact potentiellement déterminant sur les garanties, enfin les atteintes potentielles à ces droits et libertés fondamentales, et les questions quant aux garanties qu'il faut apporter pour véritablement
permettre à ces systèmes d'intelligence artificielle de se déployer conformément à ce que l'Union européenne appelle, on pourra discuter de la terminologie, mais les valeurs européennes qui, à mon sens, sont partagées bien au-delà de l'Europe, et notamment cette approche d'une intelligence artificielle qui vient préserver l'autonomie et la dignité humaine. Donc l'objectif d'un certain nombre de textes, ça a été fort de ce constat qui est partagé par la Commission européenne, par le Conseil de l'Europe, mais dont c'est le mandat d'aller garantir les droits fondamentaux, mais également qui aujourd'hui est inscrit dans la feuille de route de l'administration Biden, dans le blueprint publié sur le développement des systèmes d'IA. On part de ce constat et après on essaye de voir comment mettre en œuvre au travers ces réglementations la garantie des droits fondamentaux. Et c'est peut-être sur ce point-là que l'on va se demander quelle est la place du sujet. Lorsque l'on observe cette approche qui est adoptée par le régulateur aujourd'hui, je vais schématiser en disant que le sujet calculé est en quelque sorte une mesure pour déterminer les obligations qui vont être imposées, donc ici particulièrement aux fournisseurs des systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'est un instrument de mesure. Un instrument de mesure pour déterminer un certain nombre d'obligations. Et il me semble que cela n'est pas suffisant pour garantir les libertés fondamentales et que pour garantir les libertés fondamentales, il faut vraiment pousser une approche complémentaire qui est celle de la mise en pouvoir d'agir de l'utilisateur. Donc, tout d'abord, dans ce premier temps, d'exposer pourquoi je vous indique que la protection du sujet, appréhendée comme un sujet calculé, est un instrument de mesure des différents textes en cours de discussion. Cette approche, elle peut s'expliquer comme ça. La Commission européenne avait tout d'abord publié un certain nombre de livres blancs identifiant les impacts potentiellement forts des systèmes algorithmiques sur les libertés fondamentales, autrement dit, par exemple, et surtout, la protection de la vie privée, les données à caractère personnel, mais également, on pourrait dire, la liberté d'expression, jusqu'à l'autonomie et la dignité de la personne humaine. On a une attention particulière qui est portée à certains groupes vulnérables, et particulièrement, parce que c'est l'optique de l'Union européenne, les consommateurs, les travailleurs ou, par exemple, les personnes victimes de handicap. Donc là, on a un besoin de protection fort par rapport aux impacts potentiels, par exemple en termes de discrimination, par exemple en termes de réduction de l'autonomie et de libre arbitre, si je puis dire. Et donc cette première approche, elle a été rapidement complétée par la publication d'un texte dont vous avez certainement entendu parler, qui est la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle l'AI Act. Et cette approche, elle est particulière dans la mesure où la Commission européenne a véritablement conçu un texte qui est ce qu'on appelle une législation, j'allais dire, produit défectueux. C'est-à-dire que l'objectif de ce texte va être de s'assurer que sera mis sur le marché et pourra circuler au sein du marché intérieur, du marché européen, un produit, un système algorithmique qui n'expose pas ces utilisateurs à un danger trop important, notamment vis-à-vis de la protection des droits et libertés fondamentaux. Cette mécanique de régulation, elle est assez connue en droit de l'Union européenne. On a déjà eu des directives sur dites produits défectueux, où là, on va s'assurer que le fournisseur, le fabricant du produit et les différents intervenants dans la chaîne de distribution s'assurent que finalement un téléviseur n'explose pas et ne cause pas de dommages aux consommateurs paisiblement installés dans son salon.
Donc c'est dans cette approche-là que s'est située la Commission européenne, et il en a résulté qu'elle va définir un certain nombre d'obligations à la charge du fournisseur du système d'intelligence artificielle pour s'assurer que le produit ne soit pas dangereux, et à cette condition, il pourra circuler, entrer sur le marché intérieur européen et y circuler. C'est une approche économique qu'on peut justifier de différentes raisons, j'y reviendrai si vous voulez dans la discussion. Cette approche économique, elle prend en fait comme point d'appui une analyse de risque. On va déterminer les différentes obligations mises à la charge du fournisseur du système algorithmique en fonction du risque généré par le système algorithmique. Il y a différents degrés de risque, ça vous le savez, et l'Union européenne a ici identifié différents niveaux de risque. Des risques qui ne sont pas acceptables, des risques trop élevés, et dans ce cas-là, si le système d'IA comporte ces risques trop élevés, dans ces cas-là, l'accès au marché est interdit. Ça va être le cas pour la notation sociale utilisée par les autorités publiques, par référence aux pratiques de certains États. Ça va être le cas également des systèmes qui sont subliminaux et donc qui, en subconscience, vont influencer de façon préjudiciable une personne ou un groupe de personnes à son détriment. Et ça va être le cas, potentiellement, de la reconnaissance faciale utilisée en temps réel dans l'espace public, mais ça, c'est peut-être un des points les plus discutés actuellement dans le cadre de cette proposition de texte. Au-delà de ce premier risque trop important pour les libertés fondamentales, qui justifie une interdiction, vous avez des systèmes d'IA dits à haut risque. Pour ces systèmes d'IA dits à haut risque, l'essentiel du texte va instaurer ce qu'on appelle un mécanisme de mise en conformité. Il va y avoir des obligations à respecter et des process pour s'assurer que les fournisseurs du système d'IA respectent bien leurs obligations, ce qu'on appelle de l'accountability, c'est-à-dire qu'ils vont devoir rendre des comptes du respect de leurs obligations. Il va y avoir des mécanismes de certification, de labellisation, des mécanismes de gouvernance pour s'assurer de cette conformité aux obligations posées par le texte. Et enfin, on a des systèmes d'IA à usage, on va dire, normaux. Ces systèmes d'IA à usage dit normaux, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de risque particulier, ils ne se voient pas soumis à un encadrement particulier par le texte. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent être utilisés tout à fait librement. On va ici leur appliquer une législation qu'on a développée sur les données à caractère personnel, sur la régulation des marchés numériques et des services numériques. On vient d'adopter 2 règlements à ce sujet, j'y reviendrai. Mais ils ne se voient pas soumis à ces obligations particulières. Et donc, on voit bien là que finalement, la défense, la protection du sujet, que je vais appeler calculé, elle sert là de mesure au niveau d'obligation, à la permission et au niveau d'obligation pour faire finalement circuler dans le marché intérieur ces systèmes d'intelligence artificielle. Beaucoup ont considéré que cette approche, elle était insuffisante si on part du principe selon lequel il faut défendre, garantir le respect des droits fondamentaux des personnes compte tenu des enjeux importants en termes, je répète, de risque de discrimination, d'atteinte potentielle à la vie privée, aux données à caractère personnel, à la liberté d'expression et de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux. Ici, on peut regretter qu'il n'y ait pas un certain nombre de mécanismes qui permettent de se prévaloir du non-respect de ces obligations. Et donc, ça peut nous conduire à regretter que cette approche du sujet calculé juste comme instrument de mesure ne soit pas complétée par une autre approche qui permettrait finalement au sujet non plus d'être un instrument de mesure, mais d'intervenir dans la défense de ses droits et libertés fondamentaux. C'est pour cela qu'on pourrait considérer que le sujet devrait être mis en pouvoir d'agir pour la défense, je répète ici encore, de ses droits et libertés fondamentaux. Pour cela, pour arriver à placer le sujet dans cette posture active,
il y a un certain nombre de pistes qui sont actuellement à l'étude, des pistes qu'on étudie avec un certain nombre de mes collègues et que je voulais évoquer devant vous pour les livrer à la discussion ensuite. Je commencerai mon propos par un rappel préliminaire. Il ne s'agit pas, en aucun cas, de ne faire que du sujet l'acteur de la défense de ces droits et libertés fondamentaux. Donc ce volet, action du sujet, il doit venir en complément du précédent, responsabilisation des fournisseurs des systèmes d'IA et utilisateurs des systèmes d'IA. Ça, c'est un point fondamental puisque on sait que c'est un risque trop important de surresponsabiliser, j'allais dire, un utilisateur final qui n'est pas nécessairement en capacité de comprendre tout le fonctionnement du système d'IA, si tant est qu'on puisse le comprendre et le formaliser. Et puis, d'un autre côté, cela pourrait être une forme d'instrumentalisation de la responsabilité de l'utilisateur final au risque de déresponsabiliser les fournisseurs de systèmes d'IA, les utilisateurs, par exemple l'administration publique qui utilise un système d'IA ou un hôpital ou un établissement d'enseignement supérieur. Donc il s'agit bien là d'en appeler à l'ensemble des intervenants du concepteur du système à l'utilisateur final. Donc moi, avec mes collègues, on s'intéresse particulièrement à la place à donner à l'utilisateur final, mais vraiment, j'insiste sur ce point qui est fondamental, sans occulter les actions nécessaires des autres intervenants dans le cycle de vie, si je puis dire, de la décision algorithmique. Alors, comment mettre en pouvoir d'agir l'utilisateur final du système d'IA? Ici, il y a plusieurs modalités qui peuvent être envisagées. Je ne vais pas être exhaustive, je vais vous donner les 3 points qui nous occupent particulièrement. Le premier, que vous connaissez, puisqu'il est le plus discuté généralement, ça va être le point qui porte sur l'information de l'utilisateur final. L'information de l'utilisateur final qui pourrait se prolonger, me semble-t-il, jusqu'à une mise en débat public de cette information sur le système d'IA. Alors, sur ce point-là, je ne vais pas revenir ici, on pourra en discuter par la suite, sur toute la discussion autour des exigences de transparence et d'explicabilité des systèmes algorithmiques. On sait généralement que le débat est fort pour savoir finalement comment définir ces exigences de transparence et d'explicabilité avec des problématiques importantes pour certains systèmes d'intelligence artificielle. Ce qui me semble important, c'est finalement de concevoir comment mettre en visibilité ces processus techniques et comment en expliquer les impacts pour l'utilisateur final. Ici, je vais prendre un autre exemple que celui classique d'une décision prise sur le fondement d'un système d'IA qui serait l'attribution d'un crédit ou le processus de recrutement à l'embauche. Je voulais vous prendre comme exemple un système algorithmique sur lequel nous travaillons dans la perspective de réguler les plateformes et particulièrement les réseaux sociaux, c'est-à-dire les algorithmes de recommandation de ces réseaux sociaux. Ici, si on s'intéresse à ces systèmes algorithmiques qui sont désormais visés par le règlement sur l'intelligence artificielle à la demande du Parlement européen d'il y a quelques jours, ici, on voit que ce qui est important pour l'utilisateur du réseau social, ça va être de bien comprendre le fonctionnement du système de recommandation et ses effets sur l'exposition à certains contenus. Cela est fondamental puisque cela va permettre potentiellement de lutter contre des effets délétères comme des diffusions de discours haineux massifs, contre des mécaniques de désinformation qui vont non seulement déstabiliser un individu, mais on le sait plus généralement, remettre en cause le débat public et déstabiliser les démocraties.
Donc l'objectif ici, dans la perspective de cette proposition, ça va être de comprendre de quoi a besoin comme information l'utilisateur d'un réseau social pour pouvoir comprendre ce mécanique et à quel contenu il va être exposé. Cet enjeu, il a été pris en compte par une récente réforme du droit de l'Union européenne qui s'appelle le règlement sur les services numériques. Vous avez peut-être entendu parler de ce texte sous l'acronyme DSA, qui, fort de ces enjeux à titre individuel et collectif, de la diffusion de contenus illicites jusqu'à la désinformation et la haine en ligne, a ouvert une voie dans le sens de mieux informer l'utilisateur sur le fonctionnement des systèmes de recommandation. Pour cela, le DSA va imposer des obligations de transparence qu'il met à la charge des plateformes s'agissant de ces systèmes de recommandation qu'elles utilisent, et elles devront notamment informer leurs utilisateurs des principaux paramètres utilisés et en particulier les critères les plus importants pour déterminer l'information suggérée et les raisons de l'importance relative de ces critères. Je vous cite là l'article 27 du texte. Le texte nous précise que cela doit concerner à minima les critères les plus importants pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service et les raisons de l'importance relative de ces critères. Et l'ensemble de ces informations devront figurer donc, dans les conditions générales d'utilisation dans un langage clair et compréhensible. En outre, les plateformes devront informer leurs utilisateurs des options qu'elles leur proposent pour modifier ou influencer ces principaux paramètres, en prévoyant une fonctionnalité pour sélectionner et modifier leurs options favorites qui devra être directement et aisément accessible dans la rubrique où ces informations sont hiérarchisées. Donc on voit là que le texte finalement franchit une première étape qui est nécessaire à la compréhension de cette contrainte technique, en quelque sorte, qui s'exerce sur le sujet, mais que cela apporte un certain nombre de remarques et de prolongements qui me semblaient intéressants de discuter avec vous aujourd'hui à partir de cet exemple, et qui ne concernent pas uniquement ces algorithmes de recommandation pour les services numériques. Pour les services numériques, beaucoup ont identifié qu'il est essentiel d'exiger une transparence sur les instructions qui sont données à l'algorithme, notamment lorsque ces instructions conduisent à prioriser, par exemple, certains contenus. Et là, on a des auteurs comme Henri Verdier et Jean-Louis Misica qui identifient comme critères, enfin qui identifient comme exemple les algorithmes d'Instagram, par exemple, qui priorisent les corps maigres et dénudés avec les effets qu'on a pu en connaître à l'issue des révélations de Frances Haugen. Ici, on voit des propositions fortes, notamment de comprendre véritablement ces instructions données à l'algorithme pour qu'on comprenne ensuite pourquoi certains contenus sont priorisés. En outre, Verdier et Misica préconisent d'imposer à ces opérateurs une transparence statistique sur les effets de leurs algorithmes pour leur demander des comptes. Et par exemple, ils indiquent, je les cite, quand certains chercheurs affirment que 70% des vidéos sur le climat vues par les Américains sont climato-sceptiques à cause de l'algorithme de YouTube, cette entreprise devrait être contrainte par la loi à confirmer cette statistique ou à démontrer qu'elle est fausse. En ce qui concerne les réseaux sociaux, des informations complémentaires devraient être mises à la disposition de leurs utilisateurs afin que, en outre, chacun puisse comprendre l'impact de ces interactions sur la diffusion d'un contenu et notamment l'impact, par exemple, d'un retweet sur le newsfeed d'un tiers pour comprendre finalement comment tout cela est pondéré et pouvoir ainsi réfléchir avant éventuellement de repartager un contenu. Donc ça, c'est spécifique aux services numériques, mais une deuxième remarque est d'importance qui porte plus généralement sur l'information de l'utilisateur final s'agissant des mécaniques algorithmiques. Ici, cette remarque, elle porte sur les modalités, sur la forme de l'information qui va être communiquée pour éviter que cette information elle ne soit que de façade.
Parce qu'on sait qu'un des grands enjeux pour l'utilisateur final, ça va être finalement de se voir livrer une information qu'il ne prend pas en compte ou qu'il n'est pas en capacité d'appréhender. Et donc, comment, j'allais dire, formaliser cette information, c'est un enjeu déterminant ici pour parvenir à l'objectif recherché. Donc pour assurer en quelque sorte l'effet utile de ces dispositifs informationnels qu'on commence à réfléchir et à consacrer par les textes, il nous semble important de promouvoir le développement d'outils dits de visualisation ou de jouabilité qui assurent une meilleure compréhension du récepteur en quelque sorte mettant en action l'information et en mettant en action le récepteur de l'information. Ici, c'était le sens des expériences développées par la FING, la Fondation pour un Internet nouvelle génération, dans son expérience dans Mes systèmes, qui montrait l'intérêt de ces outils qui sont fondés sur l'interaction pour comprendre, pour améliorer et pour rendre réactif. Le concept de jouabilité, je vous le rappelle, vous en êtes probablement familier. L'idée, c'est finalement d'offrir à l'utilisateur la possibilité de jouer avec le système en faisant varier les paramètres pour en comprendre les effets. Donc, non pas nécessairement de décrire tout le cheminement, mais de faire finalement ici intervenir l'action de l'utilisateur pour qu'il comprenne comment finalement une action en amont peut produire un résultat différent en aval. L'idée, c'est véritablement de rendre ainsi compréhensibles des informations abstraites en leur donnant un véritable sens, en interagissant, en agissant et en voyant en action le produit de cette information. Ce processus de contribution à une meilleure compréhension d'un algorithme, d'un système ou d'un modèle par sa prise en main, par le jeu avec les paramètres et par la simulation. Tout cela, vous le connaissez fort bien au travers la recherche scientifique en modélisation, pour bien comprendre finalement le fonctionnement d'un système, au sens jusqu'à biologique du terme, en simulant, en resimulant. Et pour les systèmes algorithmiques, beaucoup ont souligné l'importance de cette jouabilité, notamment la mathématicienne Cathy O'Neill, qui soulignait que finalement, vous ne savez pas vraiment ce que fait un modèle tant que vous ne pouvez pas interagir avec lui. Donc il s'agirait bien ici de permettre cette jouabilité, d'offrir cette jouabilité aux utilisateurs pour qu'ils puissent mieux intégrer l'information qui, livrée sans autre accompagnement cognitif, ne produirait finalement qu'un effet de surcharge informationnelle qu'on connaît très bien en matière de droit du numérique et qui ne produit finalement aucun effet, si ce n'est une forme d'instrumentalisation et de déresponsabilisation. Ça permettrait donc de mieux comprendre la contrainte technique. Mais comprendre la contrainte technique, ce n'est pas suffisant. La contrainte, elle doit être en outre pensée, elle doit être réfléchie, elle doit être mise en débat. Et pour cela, un certain nombre plébiscitent aujourd'hui que des espaces de discussion soient mis en place, par exemple au sein d'une entreprise lorsque l'on va choisir d'avoir recours à un système algorithmique pour de la gestion de ressources humaines, d'associer l'ensemble des personnels ou des représentants des personnels à ce choix du recours à un système algorithmique, du choix de recours à ce système algorithmique, et de voir aussi finalement les critères d'amélioration de la gestion des ressources humaines ou des effets délétères qui pourraient en résulter par rapport finalement à l'automatisation de certaines tâches, à la perte de responsabilisation. Et ça, c'est une proposition forte qu'on a formulée au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans notre avis sur l'intelligence artificielle pour finalement que l'ensemble de ces facteurs et pas uniquement le choix d'un algorithme hyper performant, hyper efficace d'un point de vue, j'allais dire, mathématique, que cela ne soit pas le seul critère. De comprendre avec une vision à 360 si le choix d'un système algorithmique doit être fait, quel système algorithmique doit être choisi, etc., etc. Pour que cela soit pertinent, il faut que, ici, les représentants du personnel soient formés, pour que le débat soit éclairé. Et donc qu'ils soient formés sur les mécaniques et qu'ils puissent véritablement contribuer à ce débat. Et c'est ainsi qu'à la CNCDH, on a prôné également une meilleure formation, un meilleur accompagnement, ici des représentants du personnel, mais ça pourrait être également le cas
du grand public plus généralement. Si l'on veut contribuer demain à un débat qu'on appelle tous de nos voeux sur le recours à ou non un système de reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, débat qui est très fort et qui va encore pousser à la veille des JO Paris 2024, pour avoir un débat éclairé et non pas un débat polarisant qui peut être porté par certains discours sans véritablement permettre une décision collective par rapport à notre modèle de société, puisque c'est un peu ça l'enjeu. Il faut aussi former le grand public et donc développer un certain nombre de ces outils. La contrainte doit donc être comprise, elle doit être mise en débat, mais, et c'est le deuxième point, la contrainte doit pouvoir aussi être contestée. Donc pour mettre le sujet en pouvoir d'agir, il faut qu'il puisse être en mesure de contester cette contrainte, et c'est en ce sens que l'on s'interroge sur la reconnaissance d'un droit de contestation des décisions prises sur le fondement d'un système algorithmique d'aide à la décision. Donc ici, je vais aller rapidement puisque ce sont plutôt des enjeux juridiques, mais qui sont déterminants puisqu'ils permettent au sujet de faire valoir ses droits individuellement, mais aussi, et c'est important, collectivement. Donc pour favoriser cette action du sujet, il convient de lui ouvrir cette voie au travers la reconnaissance d'un droit de contester une décision prise sur le fondement, finalement, pour faire simple, d'un calcul. Dans son principe, ce droit à la contestation ouvert à la personne est d'ores et déjà consacré en droit des données à caractère personnel par le Règlement général sur la protection des données et la Convention 108+ du Conseil de l'Europe, en ce qui concerne les décisions entièrement automatisées. On sait qu'il y a un certain nombre d'exceptions et on travaille à sa mise en œuvre, mais pour que le recours puisse être utilement exercé par une personne, il faut aussi en organiser les conditions d'exercice. En somme, il faut que des voies de recours soient possibles. Et c'est par exemple cette voie d'action que consacrent les nouvelles dispositions du règlement sur les services numériques que je vous évoquais tout à l'heure, pour permettre par exemple à l'auteur d'un contenu qui est modéré algorithmiquement par une plateforme qui va conduire au retrait de ce contenu, de pouvoir contester cette décision, là au nom de sa liberté d'expression. Et donc le DSA vient consacrer des voies de recours et impose aux plateformes de mettre en place des voies de recours internes qui permettront donc à l'utilisateur d'agir et aussi de faire que la plateforme ne soit pas le censeur ou le seul gardien de la liberté d'expression. Cette contestation possible, elle n'est envisageable enfin que si l'utilisateur a accès aux éléments nécessaires pour agir en défense de ses droits et pour potentiellement remettre en cause une décision. Ici, on sait que c'est la principale difficulté, notamment en cas de potentielle discrimination résultant d'un biais algorithmique. La problématique d'une victime potentielle d'une discrimination, par exemple dans l'octroi d'un crédit, par exemple dans le cadre d'une procédure de recrutement, ça va être de rapporter la preuve qu'elle a été victime d'un biais algorithmique qui est en violation du droit de la non-discrimination. La victime n'a pas accès à ces éléments et généralement ces éléments ne sont pas communiqués par l'utilisateur du système d'IA. Donc toute la difficulté, ça va être de rapporter ces éléments de preuve, et à ce titre, il y a une discussion actuelle sur un texte de l'Union européenne, une directive qui viendra réformer le système de responsabilité pour l'adapter aux spécificités des systèmes algorithmiques, qui permettra un accès possible à ces éléments de preuve en créant ce qu'on appelle une présomption, c'est-à-dire que ça va être au fournisseur du système d'IA ou à son utilisateur de rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu de biais à partir du moment où la victime aura rassemblé un faisceau d'indices laissant penser qu'elle a été la victime d'une discrimination interdite au titre du droit de la non-discrimination. Donc là, on attend la publication, l'adoption de ces textes qui, pour l'instant, ne sont qu'en cours de négociation depuis la publication des propositions en septembre 2022, mais c'est vraiment un point fondamental pour la défense des libertés et des droits fondamentaux. Enfin, il s'agira de considérer que l'individu seul n'agira généralement que très rarement, sauf en cas d'atteinte majeure,
et que pour garantir la défense des droits fondamentaux, il va être nécessaire de penser des actions collectives et donc de mettre en place un certain nombre de procédures pour organiser ces actions collectives qui existent déjà en matière de protection des données à caractère personnel, en matière de droit de la consommation, mais il y a certains angles morts s'agissant des décisions prises à partir de systèmes d'intelligence artificielle. Donc là, on est nombreux à appeler de nos voeux la consécration de ces actions collectives en ce domaine. Et si vous le souhaitez, je vous renvoie au document qu'a publié le réseau Equinet, qui est le réseau européen des organismes de promotion de l'égalité, donc le réseau européen dont fait partie le défenseur des droits, qui relève l'importance de consacrer dans les textes cette organisation des actions collectives qui pourront être menées par les organismes de défense et associations de défense des droits fondamentaux. Enfin, et pour finir, on pourrait faire un pas de plus pour mettre en pouvoir d'agir le sujet, en plus de l'informer et en plus d'avoir un droit de contester la décision, on pourrait lui permettre d'agir sur cette décision, de finalement être un acteur, j'allais dire pour faire simple, de ce calcul. Et c'est pour cela que l'une des propositions fortes de notre groupe, c'est de prôner la consécration de ce qu'on appelle un droit au paramétrage. Alberto, si tu me laisses encore 5 minutes. L'idée, ça serait ici de garantir la mise en pouvoir d'agir du sujet dès lors que finalement il pourrait être conçu non plus comme un simple rouage mobilisé par le système, si on se plaît à reprendre l'expression de Maurizio Ferraris dans son ouvrage Mobilisation totale, mais de lui permettre finalement d'agir comme un agent du système, au sens informatique du terme, en lui permettant d'agir sur son architecture et de consacrer une forme d'agentivité. Une forme d'agentivité, c'est-à-dire une capacité d'action sur le système, une capacité à le transformer, une capacité à l'influencer. Et cela pourrait prolonger le concept qu'on a pu déjà retrouver dans les travaux d'Amartya Sen, donc de capability. Dans le contexte, ici, la mise en pouvoir d'agir de l'individu se fonde sur 2 composantes principales. D'une part, la capacité pour l'individu d'endosser le rôle d'agent, c'est-à-dire de décider d'agir dans le sens de ses valeurs, et d'autre part, l'opportunité d'exercer de façon effective son agentivité, c'est ça qui est déterminant, c'est-à-dire d'être en mesure de contribuer à rendre ses propres décisions effectives. Alors si on utilise cette idée portée par les travaux d'Amartya Sen et qu'on la transpose ici à notre concept, l'idée, ça serait de mettre en quelque sorte l'utilisateur en mouvement, de consacrer une vision plus humaniste de la régulation par la technique. Et là, on rejoindrait notamment les propositions de Tim Berners-Lee face aux dérives du web. Donc, c'est le sous-jacent qui nous conduit à prôner la consécration d'un nouveau droit, un droit subjectif, un nouveau droit pour l'utilisateur, ce droit au paramétrage. Alors, cette idée, on l'a tout d'abord prônée s'agissant d'un contexte particulier qui est celui des algorithmes de recommandation des réseaux sociaux, puisque l'utilisateur final est un acteur ici, puisque ces interactions sont à la base du fonctionnement des réseaux sociaux. Ce contexte, il est particulier, je tenais à le rappeler, puisque l'objectif serait ici d'imposer aux réseaux sociaux d'offrir à leurs utilisateurs la possibilité de paramétrer l'outil mis à la disposition des utilisateurs, non pas en fonction des intérêts de la plateforme ou de ceux que la plateforme pense être ceux de l'utilisateur, mais bien en fonction des intérêts déterminés, définis par l'utilisateur lui-même. Donc ça permettrait finalement de ne plus voir nos interactions orientées, dictées en quelque sorte par le seul intérêt économique de ces plateformes. Ça permettrait donc à l'utilisateur de maîtriser un ensemble de paramètres qui déterminent les métriques de son expérience utilisateur. Par exemple, de choisir le niveau de personnalisation,
de sérendipité des notifications qui lui sont adressées, ou de choisir finalement les critères de l'affichage sur son fil d'actualité. Il pourrait également choisir des modes de curation de contenu qui lui sont proposés et la façon dont ils le sont. L'objectif ici, il était porté notamment par notre groupe de travail au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour mieux lutter contre les discours de haine et pour mieux lutter contre des mécaniques majeures de désinformation sur les réseaux sociaux. Donc on en a pensé à un certain nombre de modalités. Si cela vous intéresse, je vous renvoie à l'avis de la CNCDH, donc on avait publié en juillet 2021. Il semble, et ces idées, elles ont été ensuite reprises notamment par le Conseil national du numérique pour penser toutes les mécaniques attentionnelles qui sont à l'œuvre pour susciter plus d'engagement au soutien du modèle d'un certain nombre de grandes plateformes. Mais au-delà de ce contexte particulier qui est celui des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation pour les services numériques, aujourd'hui, ce droit au paramétrage, il semble également essentiel dans le contexte nouveau des interactions humain-machine, particulièrement avec les assistants vocaux et les agents conversationnels. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où il y a un système de réponse unique et que, par exemple, si on prend un assistant vocal comme une enceinte connectée, ces assistants vocaux qui reposent sur du traitement naturel du langage vont induire une réponse unique, par exemple pour fournir un contenu, et l'utilisateur devrait être ainsi à même de préparamétrer la réponse selon ses intérêts. Donc les critères pour produire la réponse selon les intérêts que lui-même a définis et non pas ceux du fournisseur de services. Mais ce paramétrage devrait pouvoir être ajusté facilement, utilement tout au long de l'utilisation, par exemple, de l'enceinte connectée, parce qu'on sait que si vous prenez une enceinte connectée qui fonctionne sur un système avec un logiciel d'assistant vocal, il y a une personnalisation qui va s'opérer, qui va conduire à modifier les réponses apportées. Donc, on a un certain nombre de travaux qui nous conduisent à penser comment consacrer ce droit au paramétrage et comment le rendre cognitivement efficient. Donc, comment pousser le design, comment éviter des interfaces de choix trompeuses, comment non pas nudger, mais finalement offrir ces possibilités à l'utilisateur de faire valoir ses intérêts et de réfléchir à ses intérêts. Là, on a des travaux en cours qui seront prochainement publiés sur ce sujet. Donc là, on voit que dans la perspective du déploiement des interactions humain-machine de demain, qui vont être encore plus ampleur avec la diffusion des agents conversationnels, ce droit au paramétrage nous semble être véritablement de première importance. Donc voilà les quelques pistes que je voulais vous livrer et pour ouvrir la discussion. Et donc je me tiens à votre disposition pour échanger si vous avez d'éventuelles remarques, demandes de précision ou questions. Je le fais passer. Donc, je regarde s'il y a des questions déjà. Le public. Quelques questions? Sinon. Maël, oui. Oui, une petite question de clarification et de développement sur cette idée de forcer les plateformes à publier des statistiques des effets à l'échelle de leur système de recommandation pour les plateformes de réseaux sociaux. Ça me semble particulièrement fascinant parce qu'on sait que le problème de l'action de l'individu par rapport la mobilisation de l'individu par rapport à ces recommandations-là, non seulement pose des problèmes de difficultés intellectuelles, de temps, de moyens, etc., face à d'énormes institutions, mais aussi que, comme vous l'avez dit, on se mobilise rarement tant que le dommage n'est pas massif sur l'individu, tant qu'on n'a pas un impact majeur, tandis que des choses comme des recommandations de traitement alternatifs du Covid à la valeur douteuse, comme on l'a pu le reprocher à Facebook, ça a très peu d'impact sur une personne. Quand ça passe à l'échelle, ça devient un enjeu de santé publique en réalité.
Donc ça permet de voir des choses qui sont parfois des angles morts des mobilisations individuelles, même dans les cas des class actions. Parce que même dans les cas des class actions, si à chaque personne c'est négligeable, ça a peu de chances de mobiliser beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des précisions sur le plan de ce genre d'emploi des statistiques parce que là, vous avez donné un exemple où quelqu'un avait fait une enquête et donc on voulait que Facebook soit obligé de réagir avec transparence à cette enquête, mais est-ce qu'il y aurait une manière de systématiser les exigences de publication de quelles statistiques, comment, sur quoi, quelles sont les sanctions et les réactions de la part de qui, auxquelles on s'exposerait, outre la pression de l'opinion qui n'est pas rien, enfin selon quelle méthodologie on publierait ces choses-là, et sur quelle base légale aussi, parce que pour certaines choses, bon, c'est très clair que s'il y a des choses qui sont discriminatoires, on voit très bien sur quoi ça va tomber, mais il y a beaucoup de choses où on sait qu'elles ont des effets, mais leur thématisation légale est plus problématique. Est-ce que le fait que Netflix se bat contre le sommeil de nos contemporains, par exemple, est-ce que c'est quelque chose pour qu'il y ait avoir une réaction légale ou pas? C'est des choses que je me demande parfois, vu qu'ils sont officiellement en guerre contre le sommeil, mais ils gagnent pas mal chez les utilisateurs de Netflix, qui souffrent d'un déficit de sommeil. Mais là aussi, ça demanderait de vérifier par des chiffres et voir qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a. Merci. Merci beaucoup. Et en effet, c'est un des enjeux majeurs. Et pour cela, le règlement sur les services numériques, donc, qui a été adopté à l'automne dernier, consacre une nouvelle méthodologie qui vise à imposer pour ce qu'il nomme les très grandes plateformes, donc plus de 45 millions d'utilisateurs sur le sol de l'Union européenne, l'obligation de mener des analyses de risque. Mener des analyses de risque en identifiant ici un certain nombre de risques, des risques s'agissant de notamment la vulnérabilité accrue de publics mineurs, puisqu'on sait que c'est un enjeu majeur pour les réseaux sociaux, des risques tenant également à la santé publique, au bien-être des utilisateurs. Cette notion de well-being est encore à définir. Et finalement, elle peut aussi être le réceptacle de potentialités importantes si on ne bascule pas complètement sur des enjeux de santé publique, justement sur le bien-être, on peut avoir une notion à géométrie variable qui pourrait être tout à fait utile. Des enjeux en termes, des risques également d'impact sur les libertés fondamentales. Donc des notions assez englobantes. Ici, on sait que, si on reprend l'exemple des révélations de Frances Haugen, qu'un certain nombre d'études avaient été réalisées en interne, que des décisions ont été prises de privilégier l'intérêt de l'entreprise sur celui notamment de jeunes adolescentes qui, du fait de certains fonctionnements du réseau social, pouvaient être victimes d'augmentation de taux de risque d'anorexie. Et donc il y a une décision commerciale qui a été prise au détriment de l'intérêt des utilisateurs qui avait été identifié. Donc l'analyse de risque qui va être imposée demain par le règlement sur les services numériques, typiquement à ce réseau social, va les obliger, va les contraindre à réaliser ces études en interne. Alors vous allez me dire, ils l'ont déjà fait, puisque c'est ce que dit Frances Haugen. L'intérêt du DSA, c'est d'aller plus loin, c'est de dire il sera imposé à ces très grandes plateformes de prendre en compte, fort de ces analyses de risque, des mesures d'atténuation des risques. Ces mesures d'atténuation des risques devront porter sur potentiellement les algorithmes, le design des algorithmes de recommandation et leur fonctionnement, le design des interfaces de choix, puisqu'on sait qu'aujourd'hui celles-ci sont déterminantes, leur mécanique publicitaire, etc. Tous les grands piliers du fonctionnement de ces services numériques. Alors vous allez me dire, oui, mais encore une fois, potentiellement, ils pourront faire ou ne pas faire, et les conséquences, nous n'en verrons pas les effets bénéfiques. D'où l'intérêt du DSA d'imposer à ce que l'ensemble, les analyses de risque et les mesures de mitigation des risques, de remédiation des risques, figurent dans des rapports de transparence et soumis à des audits sous contrôle du régulateur. Donc il y aura un contrôle du régulateur potentiel. Là, la critique qui vient généralement après, c'est de dire ce contrôle, il sera confié au régulateur national et européen. Il y a toute une mécanique de gouvernance qui est portée, mais ça ne sera pas suffisant. Les moyens ne seront pas suffisants pour tout contrôler. D'où l'intérêt d'en appeler, grâce à la publication de ces rapports de transparence,
aux organismes représentants de la société civile, donc aux associations de défense des libertés et droits fondamentaux, par exemple, et aux chercheurs pour s'appuyer sur ces informations pour mener des recherches qui pourront conduire à pointer un certain nombre d'éléments statistiques. Et si cela est insuffisant, cela devra être complété par une autre mesure qui est consacrée par le règlement sur les services numériques, c'est l'accès aux chercheurs agréés à un certain nombre de données qui sont en train d'être identifiées pour aller mener ces enquêtes. Et ensuite, demander des comptes aux plateformes. Et là, on est dans un changement de perspective de régulation, puisque, et c'est là que ce règlement sur les services numériques met un pied dans la porte ou ouvre des perspectives, c'est que là, on va véritablement, potentiellement, pouvoir demander aux plateformes de prendre en compte les intérêts de leurs utilisateurs, par exemple, dans la définition de leurs algorithmes de recommandation et de leurs interfaces de choix. C'est un changement de perspective parce que longtemps, on pouvait considérer que c'était des entreprises qui étaient mues par des objectifs qui n'étaient pas nécessairement la défense de leurs utilisateurs, et que là, on est dans un modèle, j'allais dire, capitalistique classique qui ne leur imposait pas une obligation de loyauté au sens de prendre en compte l'intérêt de leurs utilisateurs, outre le fait d'offrir un service qui font qu'elles ont un public important. Donc là, on aura on pourrait aller jusqu'à une obligation légale en ce sens. Pour le moment, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. On a une porte qui est ouverte, des instruments qui pourraient être mis à la disposition de nos communautés. Après, à voir comment nous allons nous en saisir, comment le régulateur va s'en saisir, quels vont être les moyens de contrôle, et donc l'investissement financier humain qui sera celui de la Commission européenne et des États membres. Ça, on va le voir dans les mois qui arrivent. Et ensuite, l'implication de chercheurs sur ces sujets qui pourraient être facilités grâce à ces accès à de nouvelles informations permises grâce à la consécration du DSA. Donc j'allais dire, il faudra voir d'ici quelques mois ce que cela produit. En tout cas, voici les objectifs, les lignes d'horizon qui sont dessinées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, Henri, pardon, je ne t'avais pas vu. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donner accès à certains chercheurs agréés à des bases de données, est-ce qu'il n'y a pas des pistes pour aller plus loin? J'avais entendu une conférence en Italie, où en Italie réfléchissait à obliger les grandes plateformes à rendre publique une grande partie de leur base de données, notamment dans des intérêts économiques, pour qu'il puisse y avoir plus de concurrence, puisque en effet cette donnée devient critique économiquement. Donc, étant donné qu'ils ont un pouvoir de monopole, de les obliger à rendre publique une partie de ces informations, et donc en même temps protéger les consommateurs de manière plus large que juste des chercheurs agréés. Merci. Ça me permet de vous parler du jumeau du DSA, qui est le règlement sur les marchés numériques, ou autrement appelé DMA, qui a pour objectif de consacrer ce qu'on appelle un droit de la contestabilité, c'est-à-dire d'ouvrir les marchés et de faire en sorte que de nouveaux entrants arrivent et qu'on puisse contester la position durable de ce qu'on appelle un contrôleur d'accès, c'est-à-dire une plateforme qui vient être au centre d'un marché qu'elle a organisé, dont elle détermine les règles du jeu, et donc de permettre de l'inciter à continuer à innover en offrant à des tiers la possibilité de contester sa position qu'elle renforcerait parce qu'elle s'est installée de longue date et surtout parce qu'elle maîtrise l'accès aux données. Donc c'est la position des grands infomédiaires qui sont ici visés, avec un effet de verrouillage du marché et des pratiques potentiellement déloyales qui sont problématiques pour les concurrents, mais aussi et surtout pour les consommateurs. Donc c'est pour viser votre situation. Et dans ce contexte-là, on a beaucoup réfléchi à quel était le statut de ces bases de données. Beaucoup avaient imaginé, mais je ne veux pas trop vous perdre, de les qualifier de ce qu'on appelle infrastructures essentielles. Dès lors que ce sont des infrastructures essentielles, c'est-à-dire qu'elles permettent
par un opérateur qui contrôle un marché amont de verrouiller l'accès à un marché aval, d'obliger l'accès à cette infrastructure essentielle à des tiers pour ouvrir le marché aval à des conditions loyales, donc c'est fair, reasonable and non-discriminatory, donc FRAND. Donc ça a été une première piste. Ça pose un certain nombre de difficultés, on pourra en discuter si vous voulez ensuite. Et donc le choix du DMA, ça a été de dire, pour rendre contestable la position centrale de ces acteurs, donc les grands réseaux sociaux, les grands moteurs de recherche, les navigateurs, il y a comme ça une liste de 10 services essentiels pour les marchés numériques, les assistants vocaux d'ailleurs aussi. Dans ces cas-là, il faut imposer à ces acteurs qui contrôlent l'accès à ces marchés un certain nombre d'obligations. Et parmi les obligations fondamentales, c'est l'accès à leur base de données. Donc, à certaines conditions, si la Commission européenne identifie que l'accès aux bases de données est bloquant et confère un avantage problématique à ici un contrôleur d'accès, par exemple, je vous donne un exemple concret, une grande place de marché qui en même temps a le statut de revendeur sur sa propre place de marché, qui analyse en temps réel l'ensemble des données de transactions sur son marché pour produire en temps quasi réel le produit qui correspond aux besoins du consommateur, c'est un problème de concurrence déloyale potentielle. Donc, potentiellement, cette place de marché devra donner accès à sa base de données aux revendeurs tierces. Donc, c'est une façon détournée de consacrer la théorie de l'infrastructure essentielle dès lors qu'on a un acteur qui, fort de sa position, bloque un marché dont il détermine les règles de façon préjudiciable ou déséquilibrée par rapport aux autres acteurs du marché et au détriment de l'intérêt du consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Sinon j'avais une question, Célia, mais tout bête, peut-être c'est moi qui, à un moment, je me suis perdu. Sur les points qui étaient abordés vers la fin, sur les droits au paramétrage, les paramètres, c'est qui les décide? C'est les fournisseurs du service? C'est un régulateur ou un législateur? C'est qui décide quels sont les paramètres sur lesquels on peut intervenir? Au regard de la proposition qu'on formule, alors on n'est pas encore allé dans la concrétisation d'identifier quels paramètres, mais notamment dans l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on souhaitait finalement permettre à l'utilisateur d'identifier ce pourquoi tel contenu lui apparaît en priorité lorsque on ouvre son compte Twitter ou son compte Instagram pour, par exemple, pouvoir écarter certains contenus du fait que l'on n'aurait pas identifié comme cette exposition intéressante pour nous, soit dans un contexte professionnel, mais elle peut le devenir juste avant de se coucher pour des effets, à des fins de détente. Donc on peut définir certains contextes également. Donc voilà, on a identifié plutôt des instanciations possibles selon l'intérêt de l'utilisateur. Après, il faut en appeler à des études plus importantes pour savoir finalement quels seraient les paramètres utiles à l'utilisateur, quels seraient les paramètres qui seraient déterminants du fonctionnement intrinsèque de la plateforme, des problématiques de sécurité également. Donc il faudra bien sûr raffiner la proposition, mais pour le moment, je n'ai pas de précision plus importante à apporter, si ce n'est de permettre à l'utilisateur, ici dans ce contexte, de choisir à quel contenu il pourrait être exposé, à quel contenu dont il est l'auteur, quel serait potentiellement le groupe, le public auquel ses propres contenus pourraient être exposés, les possibilités de réponse via messagerie à certains contenus. On sait que c'est important pour les mineurs également. Donc ça, ce sont des possibilités qui sont offertes déjà par un grand nombre de services numériques. Mais bien souvent, et c'est pour ça que ça ne serait pas très problématique de les mettre en place aussi, mais bien souvent, ça nécessite un effort très important de l'utilisateur pour aller actionner
diversement ces paramètres. D'où l'importance du design et de consacrer ces obligations et la formalisation de ces obligations de paramétrage. Donc on avait notamment pensé à la CNCDH, parce qu'on sait très bien le caractère ambivalent de chacun qui souhaite tout à la fois maîtriser le contrôle, le partage de ces données, maîtriser le temps d'attention, et en même temps on a très peu de temps à y consacrer à chaque fois. Donc ça, on connaît cette problématique notamment en droit de la consommation, où pour certains actes importants de la vie, un prêt immobilier, une acquisition immobilière ou des biens de consommation très onéreux ou très engageants, on va avoir un temps de réflexion important, et notamment sur une temporalité type week-end, où ça vous permet de vous poser, d'avoir un temps de réflexivité. Donc l'idée, ça serait d'avoir des instruments de réflexivité et donc d'agir sur des temporalités différentes pour permettre tout de même à l'utilisateur, au moment où il sera en capacité de déployer ces espaces de réflexivité, de pouvoir modifier ces paramètres. Et pas juste au moment où on veut lire un article, passer une commande pressante, où là, évidemment, on acceptera tous les cookies, sauf si on a pris l'habitude de refuser tous les cookies, que ça ne bloque pas l'accès au contenu. Mais on sait très bien que l'utilisateur va avoir tendance à accepter les cookies dans certains contextes, parce qu'il y a une pression urgente d'un besoin de consommation ou d'information, que dans d'autres contextes, il va potentiellement prendre le soin de les paramétrer. Mais pour reprendre l'exemple des cookies, si à chaque fois on a une action, refuser tous les cookies, ou paramétrer les cookies, ou accepter tous les cookies, normalement, il y a une obligation légale maintenant d'afficher ça de façon à peu près équivalente. Si on veut ici partir du principe qu'on voudrait par exemple accepter certains cookies, on a une espèce de fatigue à le faire à chaque consultation de site. Personne ne le fait. Donc on pourrait imaginer des protocoles qui permettraient de prédéterminer quels sont pour chacun des sites les cookies que j'accepte. Et donc, il y aurait ici une espèce de préfiguration de mes choix qu'on pourrait aussi imaginer dans ce paramétrage. Enfin, le champ des possibles, il est ouvert, mais c'était pour impulser cette direction, pour faire que le choix de l'utilisateur ne soit pas juste un effet case à cocher, une instrumentalisation, où finalement, dès lors que j'ai une pression forte pour accéder à un site et je ne peux y accéder qu'en acceptant les cookies, on sait très bien que le consommateur va accepter les cookies. Donc, de la même sorte, pour le paramètre, il ne faut pas qu'il y ait une fatigue qui s'installe, une fatigue du consentement qui s'installe. Et donc, il faut penser le design ici et la façon de modifier ces paramètres de telle façon à encourager l'utilisateur à le faire. Donc, par exemple, pour un assistant vocal, on pourrait imaginer d'avoir, by default, aucun paramètre installé. Et donc, il y a une action nécessaire de l'utilisateur pour définir chacun des paramètres. Beaucoup vont dire, oui, mais ce qu'attendent les utilisateurs lorsqu'ils font l'acquisition, par exemple, d'une enceinte connectée, c'est qu'elle fonctionne tout de suite. Donc, il y a quand même un certain nombre de préinstallations qui doivent être réalisées. Préinstallation, oui, mais lesquelles? Y réfléchir, de voir à quel moment c'est essentiel pour le fonctionnement basique du device, à quel moment c'est fait pour d'autres intérêts qui ne sont pas uniquement le fonctionnement basique et la sécurité du design. Donc c'est mesurer tout ça. Donc c'est cette réflexion-là qu'on appelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, le DMA qu'on évoquait à l'instant impose désormais des obligations, il impose de ne pas procéder à certains paramétrages par défaut qui ne seraient pas nécessaires pour le fonctionnement basique, si je puis dire comme ça, du produit, enfin du device, ou à des fins de sécurité. Et le DMA va imposer aussi à ses contrôleurs d'accès d'offrir la possibilité de désinstaller facilement et de réinstaller, par exemple, un magasin d'applications tierces sur un téléphone portable. Donc il y a quand même des avancées importantes en ce sens. Merci beaucoup. Il y a une autre question? Oui, on a un tout petit peu de temps. Ouais. Deux questions. Non. Très bien, elles seront brèves, je pense. La première, c'est aussi sur le droit au paramétrage. Je crois que j'ai pas bien compris, vous avez parlé de la possibilité de pouvoir gérer les paramètres de curation de contenu. Et le terme de curation de contenu me semble assez proche du terme de modération. Et donc des questions de aussi ne pas afficher des choses illégales.
vous entendiez pas par là la possibilité pour l'utilisateur de pouvoir afficher des contenus illégaux. C'était un peu, voilà, et du coup, comme j'imagine que c'est pas ça, ça m'intéresse de savoir ce que vous entendez par curation de contenu. Et c'était la première question. Et la seconde, c'est vous avez cité de nombreux textes, donc DMA, DSA, IA Act, avec à chaque fois différents critères d'application entre les très grandes plateformes, les contrôleurs d'accès et les systèmes d'intelligence artificielle à différents niveaux de risque. Est-ce que cette accumulation de différents textes et différentes qualifications rend pas un peu compliqué le fait de mettre le sujet en pouvoir d'agir et de pouvoir contester sur ces différents fondements? Merci beaucoup. Je vais répondre à la deuxième question et après j'en viendrai à la première. C'est toute la difficulté du droit de l'Union européenne, généralement, qui a multiplié les initiatives pour réglementer, réguler l'ensemble de ces outils et usages numériques. Initialement, le DSA et le DMA ne faisaient qu'un texte. Ils ont été séparés en deux parce qu'ils poursuivaient des objectifs différents et parce que aussi des contextes sont apparus avec le besoin de lutter activement contre des mécaniques de désinformation, contre des mécaniques majeures de haine en ligne. On l'a vu à l'issue de la période de pandémie qui se sont accrues. En même temps, vous avez tout le développement des systèmes d'intelligence artificielle pour lesquels l'Union européenne a souhaité être proactive en matière de réglementation, puisque c'était une façon finalement d'organiser le marché. J'insiste sur ce terme hein, parce que c'est vraiment l'approche européenne d'organiser ce marché conformément à nos valeurs européennes de défense des libertés fondamentales. C'était dans ce même esprit qu'on avait adopté le RGPD. Donc RGPD en 2016 pour les données à caractère personnel. On a en discussion également un texte pour l'accès aux données générées par l'Internet des objets, donc le Data Act. Avant, on avait le Data Governance Act pour permettre d'accéder à des données issues pour penser des mécaniques de partage de données, par exemple, comme le Health Data Hub ou des éléments de cette sorte à des fins altruistes, comme disent le texte. Donc on a une myriade de textes et il est vrai qu'aujourd'hui, on peine à s'y retrouver. L'idée, c'est d'aller aujourd'hui avoir un cadre légal le plus vaste possible pour appréhender les différentes mécaniques à l'œuvre. Elles sont nombreuses, il y a des innovations majeures, fourmillantes. Donc j'allais dire, c'est toute la difficulté d'avoir des textes suffisamment précis pour que les acteurs aient une garantie de sécurité juridique et donc d'investissement économique pérenne suffisante, parce que les textes ne sont pas trop mous, susceptibles d'interprétation, donc ça suppose d'avoir des textes précis où ils comprennent leurs obligations. Et puis de l'autre, une espèce de millefeuille incroyable qui font que déjà les très grands opérateurs du numérique ont du mal à s'en sortir, donc on imagine difficilement pour une PME la possibilité de supporter l'application de ce millefeuille réglementaire. D'où l'idée qui a été promue par ces textes d'imposer plus d'obligations aux très grands acteurs. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que la réglementation ne soit pas une barrière à l'entrée au marché, c'est-à-dire qu'elles ne viennent défavoriser les petites structures au détriment des grosses qui ont un gros service juridique et une capacité de répondre et de devenir un peu leader sur le sujet. Donc faire en sorte, ça c'est la théorie économique classique généralement qui nous l'apprend, que la réglementation ne soit pas une barrière à l'entrée et donc on a ce qu'on appelle une approche asymétrique qui est mise en place, qu'on connaît très bien en droit des télécoms, qu'on avait mis en place au moment de l'ouverture des marchés en matière de télécom, où on imposait des obligations supplémentaires aux opérateurs historiques pour permettre à des nouveaux acteurs d'entrer sur le marché. Donc c'est vraiment sur cette logique qu'on a promu sur le modèle du droit des télécoms depuis la loi pour une république numérique en France. Gros acteurs, plus d'obligations, parce qu'aussi les gros acteurs influencent majoritairement les pratiques jusqu'aux patterns, etc., etc. Donc c'est aussi une façon d'orienter le déploiement des innovations. Mais
Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un foisonnement de textes incroyable et qu'il y aura un besoin de lissage pour, à un moment, permettre une bonne compréhension d'une même situation qui va pouvoir être saisie par une diversité de textes. De mon côté, j'y vois un enjeu important en termes de défense des intérêts des utilisateurs, des consommateurs et des libertés fondamentales, puisque ça permet d'appréhender les différentes facettes. Mais il va y avoir un problème de concrétisation. Très rapidement, parce que le temps a passé. Sur la curation, évidemment, il ne s'agit en aucun cas de permettre à l'utilisateur d'avoir accès à des contenus illicites qui auraient été retirés par la plateforme en amont comme étant des contenus manifestement illicites, donc tombant sous le coup de son obligation de retrait à bref délai. Pardon, j'ai été... Merci beaucoup, c'est ma faute. J'ai accepté trop de questions, je posais aussi la mienne. Donc, on remercie à nouveau Célia pour ce bel exposé de la discussion.